Bonjour Camille Adam, je vous ai invité car vous êtes le réalisateur d'un documentaire Au nom de l'Europe qui a fait beaucoup parler en raison de son exhaustivité et de la pertinence de ses propos. Ce documentaire concerne la construction européenne et ses conséquences économiques et juridiques sur les États membres. Avant de commencer à plonger dans les rouages de l'Union européenne, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je m'appelle Camille Adam, je suis ancien avocat au barreau de Paris et aujourd'hui journaliste indépendant pour plusieurs médias, mais surtout pour Elucide, et réalisateur du documentaire Au nom de l'Europe et réalisateur d'un prochain documentaire sur le Conseil constitutionnel. Nous allons partir de votre documentaire ainsi que de l'histoire de l'Union européenne pour guider notre entretien. En bonne logique, la première question que j'aimerais vous poser est celle-ci. À partir de 1957 et du traité de Rome, l'Union européenne est-elle principalement une construction économique plutôt que politique? Autrement dit, de 1957 à aujourd'hui, l'Union européenne est-elle principalement guidée par la création d'un marché intérieur avec ses 4 libertés? Alors le traité de Rome, qui est signé en 1957, est en apparence seulement, un traité international purement économique, c'est-à-dire avec une union douanière, c'est-à-dire un tarif extérieur commun aux 6 États membres, avec des droits de douane communs aux 6 États, et un abaissement des frontières douanières intérieures à l'intérieur des 6. C'est ça le traité de Rome, avec en plus un droit de la concurrence inspiré du droit allemand. Donc voilà, un traité à vocation économique. Mais on ne peut pas dissocier ce traité du contexte dans lequel il a été adopté et par les personnes qui l'ont adopté. En fait, ce traité vient après l'échec de la Communauté européenne de défense de 1954, et il fallait à tout prix relancer la construction européenne. Il fallait à tout prix, selon les élites dites européistes ou intégrationnistes. Et donc on a gommé, parce que ça a été un traumatisme, cet échec de la Communauté européenne de défense, on a gommé dans le traité, dans le projet de traité, toutes les références à la supranationalité et au fédéralisme, et pour laisser place, en tout cas en apparence, à beaucoup plus d'intergouvernementalité, c'est-à-dire de relations inter-États sans autorité véritablement supranationale, comme vous pouvez l'avoir aussi dans le traité CECA sur le charbon et l'acier. Mais, comme le disait le général de Gaulle, ce traité avait des virtualités supranationales, c'est-à-dire qu'il avait un potentiel pour devenir supranational, avec notamment, au bout d'un certain nombre d'années, un passage au vote à la majorité qualifiée et non plus l'unanimité pour un certain nombre de décisions, de directives. Et quand on passe, d'un point de vue politique, à la majorité qualifiée entre différents États, on bascule, le régime du traité change de nature. On passe à un régime effectivement supranational ou quasi fédéral. Et donc, quand on prend les auteurs du traité, qui étaient tous des gens en faveur de la construction européenne supranationale, le contexte dans lequel il est adopté et certaines dispositions qui appellent à aller beaucoup plus loin qu'un projet purement économique, on peut dire que le traité n'est pas que économique et qu'il a une volonté derrière supranationaliste, ce que révélera par la suite l'histoire. Très bien. Et après, que ce soit pour l'acte unique en 1986 ou le traité de Maastricht en 1992, est-ce que nous sommes dans un binôme construction économique et politique, ou le politique prime sur l'économie, ou comment qualifieriez-vous ces traités? Le traité est, sans que personne s'en cache, à vocation libérale, c'est-à-dire selon une constitution libérale qui était plus proche du libéralisme allemand ou britannique, c'est-à-dire l'idée d'un non-interventionnisme de l'État, c'est-à-dire on parle de level playing field en anglais, c'est-à-dire l'économie, c'est un terrain de jeu sur lequel il y a des joueurs et les joueurs doivent jouer à armes égales, et on considère que les joueurs ne sont pas à armes égales dès lors qu'ils sont aidés par leur État. Et donc toute l'orientation du droit de la concurrence qui est compris dans le traité de Rome et encore plus après dans l'acte unique, l'idée c'est de supprimer, de démanteler tous les outils d'interventionnisme de l'État dans l'économie. Donc à différents degrés, tous les pays en avaient, mais c'est évidemment la France de la 4ème République
et la Ve République qui était extrêmement interventionniste pour des tas de raisons dans son économie, dans son modèle. Et le traité de Rome va à l'encontre de ce capitalisme français dit dirigiste ou interventionniste pour préférer effectivement du libéralisme, alors qui se manifeste par un droit de la concurrence qui interdit ou restreint considérablement ce qu'on appelle les aides d'État, donc la capacité à soutenir par des crédits d'impôt, par des allègements de charges, par des subventions directes à des entreprises ou à des secteurs entiers. Ça, c'est quasiment interdit ou très limité par le traité. Ça, c'est une conception aussi allemande. Et aussi une conception de liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et un peu des personnes, en tout cas des travailleurs, de manière absolument libre et sans contrôle. Ça, c'est important. Donc, l'essence du traité de Rome et de l'acte unique, c'est une essence libérale ou ordolibérale, comme certains disent, mais sans se perdre dans les notions, sans se battre sur les notions et les concepts. L'idée, c'est d'abord un démantèlement des outils d'intervention de l'État dans l'économie. Voilà. Donc, c'est ça l'essence même des traités européens. Et donc, on voit bien que ça va à l'encontre d'une conception française et des services publics et de l'interventionnisme de l'État, avec, on peut penser à la logique des plans, les plans qui ont été adoptés après la reconstruction. Donc c'est une logique très étatiste, planificatrice, qui a structuré la reconstruction française. Et tout ça, c'est l'opposé de la conception des traités européens. C'est très clair. Nous constatons que le droit européen se crée par les traités d'une part, mais les juges européens ont également joué un rôle. Quel rôle ont-ils joué dans la construction de l'Union européenne, sachant que ceux-ci ne sont pas élus, et donc cela peut avoir des conséquences sur le caractère démocratique de la construction européenne. Les juges européens ont joué un rôle absolument moteur dans la construction européenne, mais pas tout à fait au début. C'est-à-dire qu'au début, quand on fait le traité de Rome, c'est en 57, et en 58, qu'est-ce qu'il se passe ? Le général de Gaulle qui arrive au pouvoir. De Gaulle ne veut que moyennement entendre parler de ce traité, qu'il a, alors en tout cas selon les révélations de Alain Peyrefitte dans son ouvrage C'était de Gaulle, il voulait en gros torpiller et détruire. Ce qui s'est dit, ce que de Gaulle a finalement choisi, c'était plutôt une application à géométrie variable du traité. C'est-à-dire, on prend ce qui nous intéresse dans le traité et on n'applique pas le reste. Donc, ce qu'on prend, c'est l'abaissement des barrières douanières et le tarif extérieur commun, qui était très fort, qui était très très fort. Donc, à l'époque, l'Europe est protectionniste, avec des droits de douane très élevés sur les produits américains, etc. Et une PAC qui n'était pas prévue dans le traité de Rome, la politique agricole commune, qui est ajoutée de force par le général de Gaulle entre 62 et 66. Donc on a une PAC qui est entièrement taillée sur les intérêts agricoles français. Parce que l'idée, c'était qu'on était à une crise de surproduction. Il fallait écouler les productions agricoles françaises. Et de Gaulle a dit, bon, bah, c'est très bien, tout le monde va acheter français. Et celui qui n'achète pas français, il est taxé. Et la taxe, elle est reversée aux agriculteurs français. Donc c'est un système très circulaire, taillé sur mesure pour la France. Donc l'Europe, en fait, et le volet droit de la concurrence, mais c'est simple, de Gaulle ne l'applique pas. C'est ça qui va faire le programme, on a le complexe militaro-industriel français qui se met en place. De Gaulle se fiche totalement du traité de Rome et du droit de la concurrence là-dessus. Il y aura des aides d'État à gogo, surtout le secteur aéronautique, militaire, etc. Militaire, ça a toujours été un peu en dehors des traités, mais sur l'aéronautique, ouais, on n'a pas respecté les traités. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au même moment, du coup, ça douche tous les espoirs des pères du traité de Rome, qui étaient tous des Paul-Henri Spaak, Spinelli, etc., tous les européistes, voient que le général de Gaulle est en train de torpiller les fameuses virtualités supranationales du traité. Et de vider le traité de sa substance ce que de Gaulle avait lui-même théorisé, et même la constitution de la Ve République, c'est les articles 54 et 55 sur le droit international, ont été un peu pensés par Michel Debré comme des outils anti-construction européenne. Ils ont le traité de Rome à l'esprit quand ils rédigent la constitution. Et donc, puisque le politique ne peut plus faire la construction européenne, les juges vont endosser ce rôle d'agent de la construction européenne et prendre le relais des diplomates et des politiques
et vont adopter des décisions avec la Cour de justice européenne qui sont pro-intégration européenne et faire avancer cet agenda qui était bloqué politiquement par le général de Gaulle. Et d'ailleurs, on verra que par la suite, à la mort du général de Gaulle, c'est là où la Cour de justice européenne commence à déployer avec beaucoup plus de force sa jurisprudence intégrationniste, et que les arrêts qu'on enseigne à tous les étudiants de droit, Van Galen-Loos et les arrêts Costa contre Enel, qui sont des arrêts qui font primer le droit européen sur le droit national, mais qui, dans le contexte où ils étaient adoptés en 64, c'est-à-dire qu'on a le général de Gaulle qui est au pouvoir, c'était passé inaperçu, on s'en fichait complètement. Et donc, il a fallu attendre un renouvellement des générations d'élite auprès du Conseil d'État, de la Cour de cassation en France, pour que, en fait, ces arrêts européens finissent par produire les effets que les juges européens avaient eu l'intention de leur donner. Donc, mon point, c'est les juges européens ont continué de manière, on va dire, furtive une construction européenne, au moins sur le papier, mais ces papiers n'étaient pas pris en considération dans les années 60, et on a donné de la force à ces papiers que vers la fin des années 70, au début des années 80. Donc, en fait, les juges européens ont joué le rôle de relais du politique de la construction européenne, en attendant des jours meilleurs qui sont venus quand la génération de nouveaux européistes ou anciens arrivés aux affaires, je pense à Mitterrand, Jacques Delors et consorts sont arrivés. Donc vous avez dit que les juges étaient des agents de la construction européenne. Si on prend un exemple très concret tel que l'arrêt Cassis de Dijon de 1979 de la Cour de justice des communautés européennes, en quoi cet arrêt montre que les juges sont véritablement des créateurs de normes dans ce cas précis? L'arrêt Cassis de Dijon, parce que les gens, à part s'ils ont fait une fac de droit, ne savent pas ce que c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit, alors on est en 79 quand il est adopté, on doit être à l'Europe des 9, il me semble. L'Angleterre a fini par rentrer avec le Danemark et l'Irlande. Donc on est à 9 États, et elle dit finalement, bon, vous avez abaissé vos droits de douane, c'est très bien. Maintenant, il y a des barrières il y a des barrières réglementaires, en plus des barrières non réglementaires qui sont les droits de douane, et c'est ça qu'il faut abaisser. Donc il y avait une première façon de le faire, c'était par l'harmonisation, et la Commission européenne, avec les États, mais en bonne intelligence, encore une fois, il y avait une Europe très réduite, sous la supervision en plus du général de Gaulle. Donc, c'était des directives qui étaient beaucoup en matière agricole, qui faisaient consensus. Donc on avait choisi la voie de l'harmonisation réglementaire, au coup par coup, directive par directive, mais il y en avait très peu à cette époque, il y en avait très très peu, on n'est pas comme aujourd'hui où c'est du flux continu. Et en 79, la Cour dit, il faut accélérer maintenant, c'est la reconnaissance mutuelle de toute réglementation de biens et des services, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'une bière allemande, il y a une réglementation de la bière en Allemagne, je trouve que c'est la loi de la pureté. Bon, elle peut circuler librement en France sans être conforme aux normes françaises. Une voiture française n'a pas à être aux normes allemandes pour être exportée en Allemagne. Et donc, parce que normalement, le principe, c'est que oui, il n'y a plus de droit de douane, mais vous exportez sur un marché, l'Allemagne ou l'Italie, vous devez avoir vos produits en conformité avec ces normes. Et ce que change l'arrêt, c'est de dire, vous n'avez plus à respecter les normes des États. Ce qui est bon pour un État est bon pour l'autre, et donc vous ne pouvez plus faire du protectionnisme réglementaire. Donc ça, c'était la décision sur le papier. Maintenant, en 79, si on se replace dans le contexte, les juridictions suprêmes françaises, le Conseil constitutionnel, qui est encore très peu puissant, mais le Conseil d'État, qui lui est tout puissant, ne reconnaissent pas les décisions de cette Cour de justice de l'Union européenne, en tout cas pas celles qui sont contraires au droit français. Donc Cassis de Dijon, c'est important dans son audace, son innovation juridique, parce que c'est quand même la reconnaissance mutuelle, si on prend les choses politiquement, c'est la suppression de souveraineté, puisque ça veut dire, un État, vous ne contrôlez plus les conditions auxquelles un produit rentre sur votre territoire. Et ça, mais par contre, cet arrêt aura plus tard une importance beaucoup plus forte quand le Conseil d'État reconnaîtra on va dire, la force de ces décisions de justice européenne. Mais de toute façon, quand il le fera en 89, on sera au plein Big Bang de la culte unique, où on harmonisera par directive tout azimut.
Donc au final, cet arrêt a une portée politique importante pour ce qu'il dit. En pratique, il en a eu un peu moins. Vous avez bien montré en quoi les juges européens avaient un rôle important dans la construction européenne. Or, ces juges n'auraient pu avoir qu'un rôle important si le droit européen était supérieur aux droits nationaux des États membres. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette supériorité du droit européen sur le droit national, donc le droit français en l'occurrence? Vous avez déjà esquissé le glissement vers la primauté du droit européen sur le droit français. Est-ce que vous pourriez revenir sur comment s'est opérée la supériorité du droit européen sur le droit français progressivement? Effectivement, le droit européen, aujourd'hui, il est supérieur au droit français. C'est-à-dire que une directive, c'est une loi européenne, ou un règlement européen qui est aussi une loi européenne, va être supérieure à une loi française. C'est-à-dire qu'une loi française ne pourra pas être contraire à un texte européen. C'est ça que ça veut dire la primauté du droit européen. Et c'est-à-dire que le législateur français, aujourd'hui le Parlement français, quand il rédige une loi, il doit être sûr et certain que sa loi ne contrarie pas une des 3000 directives qui existent. Je dis 3000, je ne sais plus combien c'est, mais il y a des milliers de directives. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est présenté comme allant de soi, comme étant de l'ordre de la loi de la gravité, un ordre naturel. Ce n'était pas du tout le cas au moment de la création du traité de Rome. C'est-à-dire que d'ailleurs, le traité de Rome lui-même ne prévoyait pas la primauté du droit européen, ce n'était pas prévu. Et pour cause, cette nouvelle théorie du droit international, en l'occurrence européen, n'existait même pas. Ça n'a même pas été vraiment théorisé sérieusement. Donc ça ne pouvait pas dans la tête des rédacteurs parce que ça n'existait pas. Et ça n'allait tellement pas de soi que dans la décision dont j'ai parlé tout à l'heure, Costa contre Enel de 1964, où la Cour de justice européenne va établir pour la première fois son principe de primauté du droit européen sur le droit national, et bien même maintenant on sait qu'au sein même de la Cour de justice européenne, des juges européens étaient contre. Donc c'est-à-dire que ça n'allait vraiment pas de soi. Et ça allait encore moins de soi, puisqu'il a fallu attendre 20 ans pour que le Conseil d'État français le reconnaisse. Donc vraiment, et il y a eu des contentieux, c'est-à-dire qu'en 68, le Conseil d'État fait un grand arrêt, l'arrêt dit Semoule, mais qui est très connu, où il s'oppose à cette doctrine, il dit « nous ne reconnaissons pas ce principe de primauté du droit européen ». Donc ça n'allait absolument pas de soi dans aucun État membre, c'est pas juste la France qui a fait de la résistance, en Italie, en Allemagne, les juridictions se sont opposées à ce principe. Donc, on sait aujourd'hui que ce principe, en revanche, avait été théorisé un peu de manière invisible par un des juristes principaux de la Cour de justice européenne qui s'appelle Robert Lecour, qui a été notamment un des co-rédacteurs de la Constitution française et qui est le père de l'article 49.3 de la Constitution. Donc c'est très drôle parce qu'il avait théorisé le principe qu'on devait réduire la souveraineté du Parlement français au nom de l'efficacité et de la stabilité d'un régime. Et il avait lui-même écrit, je crois dans les années 30, que jamais la construction européenne ne pourrait se faire sur les fondements du droit international traditionnel, donc tel qu'il existait à l'époque, et qu'il fallait inventer, innover juridiquement et mettre en place des mécanismes extrêmement puissants pour contraindre les États et à se conformer à ce nouveau droit qui allait devenir un droit européen. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec la décision Costa contre Enel. Donc ça a été la première décision. Et ensuite, effectivement, ces décisions qui, en fait, on aurait pu ne jamais les reconnaître, mais ce qui a fait qu'elles ont marché, c'est que ça arrangeait beaucoup de monde. C'est-à-dire que les entreprises qui portaient plainte à la Cour de justice européenne, elles portaient plainte contre des lois qui contrariaient leurs intérêts industriels et financiers. Et donc, vous allez avoir très vite, quand il y a eu des décisions Costa contre Enel, c'était déjà le cas en fait, qui vont favoriser les profits des industriels européens contre les législations nationales, mais vous allez avoir un soutien du patronat, des grandes entreprises pour faire reconnaître ce droit, qui à l'époque n'était donc pas reconnu par les cours suprêmes, parce que c'était un droit libéral, et donc qui allait dans leur sens. Donc ça a été soutenu en fait parce que ça arrangeait tout le monde. Et ça arrangeait aussi les petits tribunaux nationaux, qui devenaient des juges de l'interprétation du droit européen, qui pouvaient du coup devenir un peu jouer dans la cour des grands et contourner leur propre juridiction nationale. Donc ça a arrangé beaucoup de monde, donc c'est vraiment une concordance d'intérêts. Mais encore une fois, tant qu'on était dans la politique un peu 4e République, 5e République, dirigiste, planificatrice, égoliste, ça prenait pas vraiment, puisque l'État français s'y opposait. Mais à partir du moment où le général de Gaulle meurt,
et qu'il y a un changement, un renouvellement des élites résistantes au sein du Conseil d'État, avec une jeune garde qui est encore au pouvoir aujourd'hui, en fait, on va finalement reconnaître ce droit européen pour des raisons idéologiques, pour des raisons industrielles, financières et politiques. Donc ça s'est fait lentement, mais par une concordance et un alignement d'intérêts d'une certaine élite pour des raisons idéologiques et d'un certain patronat européen, parce qu'en fait ça concerne surtout les firmes qui sont établies dans plusieurs États, donc des firmes transnationales qui pèsent, c'est pas le boulanger du coin qui allait porter plainte à la Cour de justice européenne. Donc effectivement, c'est en 89, avec l'arrêt Di Nicolo, pareil que les étudiants en droit connaissent bien, où le Conseil d'État abdique et reconnaît finalement que le droit européen devra prévaloir sur le droit français. C'est très clair concernant la primauté des lois européennes, c'est-à-dire les directives et les règlements sur les lois françaises. En revanche, la prochaine question qui est un peu technique, mais qui selon moi est très intéressante parce qu'elle touche vraiment au cœur des enjeux du droit et de la souveraineté au fond. Les juristes français considèrent souvent que la Constitution française prime sur le droit primaire européen, c'est-à-dire les traités européens ou les lois européennes, car en ordre interne, la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Or, un règlement européen, s'il est adopté, le Conseil constitutionnel ne pourra pas être saisi, puisqu'il sera directement applicable, et ce règlement pourra contrevenir à des principes constitutionnels français. Dès lors, est-ce que la Constitution française prime le droit européen, ou l'inverse ? Effectivement, un règlement européen, une directive européenne, pour clarifier dans l'esprit des gens, ce sont des lois, pas autre chose, c'est des lois européennes, ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité en France. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une situation où des lois, parce qu'elles sont produites par Bruxelles, n'ont pas à être conformes à la Constitution française. Et elles le sont certainement. Il est clair qu'il y a un grand nombre de directives et de règlements qui sont probablement contraires au droit français, à tout le moins au bloc de constitutionnalité français, puisque le droit français, la Constitution française, c'est aussi on intègre dedans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et on intègre dedans le préambule de la Constitution de 1946, qui est extrêmement nourri des acquis du Conseil national de la résistance. Donc c'est vraiment un droit, on pourrait dire un droit de gauche, qui garantit un certain nombre de droits sociaux, alors que le traité de Rome, c'est exactement l'inverse. Donc on peut imaginer qu'un certain nombre de directives qui sont, on en parlera après certainement, d'inspiration extrêmement libérale, comme la directive sur les travailleurs détachés, etc., seraient contraires à la Constitution française, mais on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, puisque le Conseil constitutionnel s'interdit, c'est lui qui s'est auto-interdit, de contrôler les règlements et les directives européennes. Donc on se trouve dans une situation où une majorité de nos lois, parce qu'aujourd'hui, quand on raisonne en flux et en volume, c'est-à-dire la majorité des lois qui s'appliquent aux Français et aux entreprises françaises chaque année qui sont adoptées, ce sont des lois d'origine européenne. Donc aujourd'hui, on est dans une situation institutionnelle où la majorité de nos lois n'ont pas à être conformes à la Constitution française. Ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est ce qui excite les juristes et qui m'énerve un peu, c'est la fiction selon laquelle, oui, mais les apparences sont sauvées, puisque la Constitution française, le Conseil constitutionnel l'a dit, c'est lui qui prime sur le droit européen. C'est-à-dire qu'on dit que juridiquement, et c'est assez important, c'est juste juridiquement, pas dans la vraie vie, la Constitution française, c'est elle qui a décidé de tous les transferts de souveraineté et de toutes les limitations de souveraineté qui ont été opérées ces dernières années et les dernières décennies. Donc c'est elle qui prime, puisque c'est elle qui a décidé et permis tout ça. Et de toute façon, les traités européens, les directives européennes, etc., ne peuvent pas être contraires à la Constitution. Et ça, c'est une fiction juridique, puisque en pratique, quand les traités européens, je pense en particulier à Maastricht, au traité d'Amsterdam, au traité de Lisbonne, au traité sur la Constitution européenne, ont été jugés à chaque fois contraires à la Constitution, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas modifié les traités pour les rendre conformes à la Constitution, on a modifié la Constitution pour les rendre conformes aux traités. Donc si on applique de la bonne logique, quel est le bon critère pour retenir qui prime ? À mon avis, c'est l'objet qui est modifié et pas le modifiant. Donc
à la question est-ce que la Constitution prime sur le droit européen, j'aurais tendance à dire que non, pas du tout, et que c'est les traités qui priment le droit français et qui priment la Constitution française. Alors oui, pas en droit, mais en pratique, et c'est ça qui compte, c'est la pratique et la réalité, c'est pas la fiction juridique, c'est la Constitution qui ploie sous le droit européen. On comprend bien que le droit de l'Union européenne prime sur le droit français, ce qui dès lors peut donner lieu à des conflits politiques. Vous avez ainsi parlé de la directive sur les travailleurs détachés. J'avais en tête un autre exemple, le plan Borotra, du nom du ministre de l'Industrie, lancé en 1996 pour soutenir la modernisation et la compétitivité de l'industrie française. Ce plan Borotra prévoyait des aides publiques à l'investissement et à l'innovation. Cependant, la Commission européenne a jugé certaines de ces subventions incompatibles avec le droit de la concurrence, dont on a parlé précédemment, conduisant plusieurs entreprises à les rembourser. Ce plan illustre ainsi les limites de la politique industrielle nationale face au contrôle européen des aides d'État. Est-ce que vous voulez plutôt développer cet exemple du plan Borotra ou développer l'exemple de la directive des travailleurs détachés que vous avez pris juste avant? Le plan Borotra, pour le situer, c'est le nom, ça vient du nom du ministre de l'époque de l'Industrie, Franck Borotra. On est en pleine délocalisation massive du secteur textile français au début des années 90 à cause de la mondialisation. Donc, vraiment, les usines, une à une dans le nord de la France, c'est un désastre industriel absolu. Et en plus de ça, on est dans le contexte où la France décide unilatéralement de faire sa politique du franc fort, donc d'avoir des prix à l'export qui sont plus chers que les copains, et les copains, en l'occurrence, ils dévaluent. Donc, c'est vraiment, on est pris le secteur est pris en étau entre des concurrences avec des pays à bas coût, le Vietnam, la Chine, la Russie, etc., qui font des t-shirts, des chaussettes, des caleçons pour pas cher, et en plus les copains européens qui, eux, jouent sur la monnaie, parce qu'ils ont le droit et ils ont raison. Et donc Franck Borotra fait un plan tout simple qui est on va alléger les cotisations de tout le secteur textile français pour leur donner un tout petit peu d'oxygène et leur laisser une chance de survivre. Et derrière ça, la Commission européenne dit non, c'est contraire au traité européen, ce qui est vrai, parce que vous avez fait ce qu'on appelle des aides d'État, et les aides d'État, c'est interdit. Vous ne pouvez pas favoriser un secteur en difficulté comme ça, il fallait le notifier à la Commission, il fallait que tout le monde puisse en bénéficier, donc tant pis, vous devez laisser crever votre secteur textile, ce qui est arrivé. Et là, on a quoi? En fait, on a l'application du droit de la concurrence, qui était effectivement prévu dans le droit du traité de Rome, qui était d'inspiration allemande, avec lequel le général de Gaulle, je chercherai à être poli, s'en était moqué, on va dire, il ne l'avait pas respecté et pris au sérieux, mais à partir, comme je l'ai démontré avant, le droit de la concurrence, avec l'effet de primauté droit européen reconnu par le Conseil d'État en 89, là on est en 96, produit tous ces effets. Et le droit de la concurrence, son effet, effectivement, comme je disais, il était d'inspiration anti-dirigisme, anti-interventionnisme de l'État, et donc typiquement, sauver un secteur en difficulté par des subventions ou des allègements de charges, c'est de la politique industrielle, et c'est exactement ce pourquoi le traité de Rome a été conçu, c'est pour interdire ça. Mais il y a eu d'autres exemples, parce que il y a des secteurs entiers où les aides d'État, elles n'étaient pas seulement limitées, elles étaient interdites. Donc il y a deux secteurs où c'est interdit, c'est les chantiers navals et la sidérurgie. Alors que l'Europe s'était fondée sur l'Europe du charbon et de l'acier, l'Europe interdira de soutenir ces deux secteurs qui ont été gravement en difficulté et pour lesquels on a interdit de les soutenir, et on a vu le résultat, puisque chacun sait qu'on n'a plus vraiment d'industrie ni de l'un ni de l'autre. Mais dans tous les autres secteurs, c'est pas interdit, mais c'est très sévèrement limité. Et le plan Borotra en était une illustration. Il y a eu le textile, mais en vérité, à peu près tous les secteurs ont vu leur soutien par l'État largement diminuer. On a interdit à la Poste de bénéficier d'une garantie de l'État, c'est-à-dire que ça a renchéri le coût de financement de la Poste. On a interdit à la SNCM d'être subventionné par l'État pour les dessertes avec la Corse, en tout cas pour certaines périodes, je crois, de pointe. Il y a vraiment eu plein d'exemples. Il y a eu EDF, on l'a demandé à EDF de rendre de l'argent en disant que l'allègement d'impôts dont nous avaient bénéficié, c'était interdit. Les ports français qui étaient exemptés d'impôts sur les sociétés, on leur a dit que c'était interdit, ils ont de nouveau été assujettis. Donc effectivement, le droit de la concurrence est un droit anti-politique industrielle. Et à l'époque, je pense dans les années 90, c'était dirigé par le commissaire européen britannique, qui était un ancien ministre de Margaret Thatcher, Sir Leon Brittan, avait dit
les choses telles quelles, parce que les Britanniques ne s'en cachent pas, que oui, effectivement, les politiques industrielles, il n'en fallait pas. Et que c'était le droit de la concurrence, et c'est tout. Et ça a parfaitement marché. On a anéanti juridiquement la possibilité de mener une politique industrielle. Ça a plutôt bien marché puisque nous n'avons plus d'industrie. Donc c'est un des effets concrets, effectivement, des traités européens à qui on donne toute la force sur le droit national, avec effectivement une primauté. On fait primer un droit d'essence libéral et concurrentiel sur un droit français qui était d'essence de service public et de dirigisme et d'interventionnisme. Et il fallait choisir, c'était soit l'un soit l'autre. Le Conseil d'État, mais il n'y a pas que lui, c'est une classe politique entière qui a accepté de faire primer l'un sur l'autre. Nous en sommes là. Je voudrais préciser pour ceux qui veulent vraiment voir par eux-mêmes comment se formule le droit de la concurrence de l'Union européenne. L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne encadre par exemple strictement les aides d'État. Nous avons ainsi présenté le volet historique et le volet juridique de la construction européenne. Je voudrais désormais évoquer le volet économique et monétaire de cette union. Dans votre documentaire, vous rappelez que la création d'une monnaie unique a imposé aux États membres des conditionnalités, notamment les critères de convergence, réduisant leur marge de manœuvre en matière de politique économique et budgétaire. Pourriez-vous nous en dire davantage ? La monnaie unique, c'est une idée, une obsession française. Donc en 90, Mitterrand, il y a la chute du mur de Berlin un an avant. Mitterrand est terrorisé à l'idée que l'Allemagne finalement se désintéresse de la construction européenne dans laquelle Mitterrand avait lié son destin politique et voulait rester dans l'histoire. Et donc, l'idée, c'est de reprendre l'idée de Delors, qui lui travaillait dessus depuis un moment, sur l'idée de monnaie unique, pour arrimer, d'un point de vue géopolitique, peu importe le prix économique derrière, l'Allemagne à la construction européenne. Ce qui a plutôt marché, mais comme je disais, il y avait un prix économique à ça. Et l'Allemagne, qui ne voulait pas entendre parler de l'euro, puisque l'Allemagne avait fait de sa monnaie, le Deutschmark, quasiment une identité nationale et de reconstruction, de redressement, etc. Les Allemands étaient le mieux l'ennemi du bien. Pourquoi on va changer, pourquoi se débarrasser du Deutschmark, ça marche très bien, et pourquoi on ferait une monnaie commune avec des Italiens et des Français? Donc les Allemands n'en voulaient pas, et même n'en ont jamais voulu, puisque même au moment où l'euro était adopté, les sondages montraient que les Allemands n'en voulaient pas. Il y aurait eu un référendum, ils auraient perdu. Enfin, l'euro aurait été rejeté. La France a harcelé l'Allemagne pour que ça se fasse, ça se fait, mais aux conditions, évidemment, que l'euro devienne le Deutschmark. Pour que l'euro devienne le Deutschmark, il fallait plusieurs conditions. Une banque centrale indépendante, ce qui n'était pas le cas de la Banque de France. La Banque de France avait une semi-autonomie, mais dépendait du pouvoir politique français. Donc la politique de change était dans la main du gouvernement français, en grande partie de Bercy, qui à l'époque était rue de Rivoli. Une banque centrale indépendante. La clause dite de bail-out, c'est-à-dire de non-renflouement, c'est-à-dire l'interdiction pour la Banque centrale, futurement européenne, de racheter les dettes des États. Donc on ne monétise pas la dette, c'est dans le traité de Maastricht. Et la troisième chose qui est indissociable, qui est une discipline budgétaire de fer. C'est-à-dire qu'on veut éviter un phénomène de passagers clandestins budgétaires où les Allemands sont très disciplinés au niveau, ils tiennent leur budget, et les Italiens et les Français, parce que c'est eux qu'on visait, ou les pays du Sud globalement, font des déficits et de la dette, ce qui aurait tiré vers le haut les taux d'intérêt allemands, alors eux auraient été pénalisés à cause de l'indiscipline de leurs voisins, ou aurait eu un taux de change de l'euro plus faible à cause de l'indiscipline des voisins. Donc l'idée, c'était une discipline budgétaire pour éviter une perte de contrôle sur le taux d'intérêt et le taux de change de l'euro qui allait naître. Donc c'est ça les trois conditions qui ont été imposées et qui sont inscrites absolument noir sur blanc dans le traité de Maastricht, auxquelles les Français diront oui en septembre 92, à 1% près, mais c'est 1% près quand même. C'était ça les premières conditions, et ce qui est intéressant, c'est de voir par la suite que l'euro, en fait, avant même qu'il existe, qui naîtra en 99 sur le plan scriptural, produit déjà des effets, puisqu'en fait, pour qu'un État puisse devenir membre de la zone euro, il faut déjà qu'il remplisse les critères dits de convergence, c'est-à-dire qu'il mette de l'ordre dans son inflation, et surtout dans son budget. Donc il y avait le critère de 3% de déficit, qu'on connaît tous aujourd'hui, et de 60% de dette, par rapport au PIB. Les 60% de dette, on n'y était pas encore du tout, mais en revanche, nos déficits, c'était problématique. Et donc, en fait,
de 92 à 99, la France a mené, mais comme tous les autres, hein, on n'était pas les seuls, les Italiens ont fait la même, les Allemands ont fait la même, ont mené une politique austéritaire pour adopter l'euro. Donc le premier effet concret sur la vie des Français de l'euro, c'était de l'austérité. Et quand en 95, Chirac fait le tournant austéritaire avec Juppé, et qu'il y a des manifestations monstrueuses, c'était en application du traité de Maastricht. Alors lui, il ne l'a jamais dit, jamais avoué, puisque il avait soutenu le traité de Maastricht, mais les manifestations de 95, c'était déjà, sans le savoir, des manifestations contre Maastricht. Donc voilà, la matrice de l'euro, c'est en fait c'est le modèle du Deutsche Mark, c'est une banque centrale indépendante, une discipline budgétaire, et les États ne sont pas secourus par une banque centrale indépendante. Vous nous avez bien exposé la construction monétaire. Dans cette construction, il y a en partie Jean-Claude Trichet, un haut fonctionnaire français qui conçoit la politique du franc fort. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce haut fonctionnaire et sur les effets de la politique du franc fort, que tout le monde ne connaît pas, à savoir que ce haut fonctionnaire deviendra ensuite le président de la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Trichet, effectivement, il était un des pères, c'est pas le seul, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de géniteurs à cette politique du franc fort, qui consistait par idéologie, par absolument idéologie, avec peu de sous-bassement vraiment économique, d'avoir un franc qui serait presque aussi fort que le mark, si ce n'est plus fort que le mark. En partant d'un constat où on inverse les causes et les conséquences de toutes les économies qui ont réussi ont une monnaie forte. Oui, c'est vrai, ils pensent à l'Allemagne, mais en fait, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Et la France va dire, on va poursuivre la politique du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire, peu importe le chômage, peu importe les faillites, il faut que le franc soit fort. Donc, on va faire des taux d'intérêt extrêmement élevés, le crédit va devenir très cher en France, on va avoir des fermetures, ça va se traduire par des récessions absolument monstrueuses, notamment en 1993. Un doublement de la dette française dans ces années-là, parce que voilà, les obligations françaises deviennent très très chères, pour s'aligner sur les taux d'intérêt allemands, qui eux étaient très élevés parce qu'ils étaient en train d'absorber l'Allemagne de l'Est et qu'ils devaient réduire l'inflation issue de cette absorption, donc ça n'avait rien à voir. Et la France s'est alignée sur une politique monétaire allemande qui était dictée par des intérêts totalement divergents. Donc la France a fait ce choix et toute la classe politique française, alors ça s'est pas fait sans résistance, mais globalement, les voix dissidentes ont été réduites au silence, a soutenu cette politique du franc fort, qui était déjà une croyance monétariste, c'est-à-dire une obsession de la monnaie et de la lutte contre l'inflation. Et donc la France a mené cette politique, et notamment par un certain Jean-Claude Trichet, qui a été le premier gouverneur de la France, premier gouverneur de la Banque de France, devenu indépendante en 93, suite à l'adoption du traité de Maastricht, puisque c'était, comme je viens d'exposer, une des conditions pour adopter l'euro. Donc Jean-Claude Trichet deviendra le premier gouverneur et le dernier, en fait, parce que maintenant la Banque de France n'a plus de pouvoir de cette Banque de France indépendante. Il a mené la politique monétaire de manière indépendante. Conséquence, c'est-à-dire que quand la France avait besoin, sous Chirac, notamment d'un soutien au niveau des taux d'intérêt, Jean-Claude Trichet il a dit non, je suis indépendant et la politique que je mène, c'est celle du franc fort. Donc les taux d'intérêt, c'est ceux que je décide. Et c'est en fonction de l'inflation, et c'est pas en fonction de vos besoins. Et pas des besoins de l'économie. Donc, et Jean-Claude Trichet, pourquoi c'est important, c'est que c'est un des pères du franc fort, et c'est lui qui ensuite va être nommé comme premier véritable président de la Banque Centrale Européenne, et qui va mener une politique de l'euro fort. Et qui va produire des effets absolument désastreux sur l'économie française au cours des années 2000, parce que on va cumuler euro fort, mondialisation et élargissement aux pays d'Europe de l'Est. Donc on ne laisse aucune chance en fait pour l'industrie française. Parce que l'euro fort, pour que les gens comprennent, ça veut dire 1 euro qui vaut 1,5 $, et donc des exportations françaises extrêmement chères. Et Jean-Claude Trichet, il le fait. Après, on ne peut pas. Jean-Claude Trichet, effectivement, avec ses obsessions, mais de toute façon, c'est le problème de l'euro, c'est que c'est une politique monétaire unique, donc qui par définition va être adaptée à certains États européens et pas à d'autres. Donc lui, il n'avait pas comme visu de satisfaire l'économie française. Il avait une dizaine d'autres pays pour qui
ils devaient adopter une politique monétaire. Donc la politique monétaire était forcément issue d'un mauvais compromis, et la politique de l'euro fort n'a pas pénalisé outre mesure l'Allemagne, au contraire. Et il y avait aussi, en tant que c'était une monnaie faible, il faut se remettre à l'époque, aux monnaies au sens fait, pardon, c'était une monnaie dont la crédibilité internationale n'était pas encore bien assise, et quoi de mieux qu'être extrêmement orthodoxe et brutal dans sa politique pour asseoir sa crédibilité. Donc Jean-Claude Trichet a été un peu obligé par les circonstances et la jeunesse de l'euro d'être intransigeant, peu importe qu'il soit français et que l'économie française soit massacrée, on va dire, sous son règne. Merci. Juste pour que ce soit très clair pour tous les auditeurs, est-ce que tu peux revenir sur les mécanismes économiques qui font que la politique de l'euro fort pénalise les exportations européennes et son industrie par ailleurs? En fait, plus vous avez une monnaie dont le taux de change est fort vis-à-vis des autres monnaies, donc ça peut être le yen, ça peut être le dollar, ça peut être, enfin, voilà, des tas de monnaies, plus vos exportations vont être élevées puisque vous allez facturer dans votre monnaie, et c'est comme si plus votre monnaie est forte, plus le pouvoir international d'achat de vos voisins va diminuer. Donc quand l'euro est fort, à chaque fois que l'euro monte par rapport au dollar, par exemple, c'est le pouvoir d'achat des Américains qui diminue, et ça devient très vite dramatique quand une partie de votre industrie est évidemment exportatrice, quand vous vendez des avions, quand vous vendez, je sais pas, des montres, peu importe, à peu près n'importe quel produit en fait, et ça pénalise tout le monde. Et le problème, c'est que l'euro, enfin le taux de change de l'euro en fait va un peu, je caricature évidemment, je simplifie, va un peu fonctionner comme une mauvaise moyenne de tous les taux de change des monnaies qui le composent. Et donc forcément, l'euro va être trop fort pour certains pays et trop faible pour d'autres. Donc l'Allemagne, qui avait un Deutsche Mark extrêmement fort, en fait, il va se retrouver avec un euro qui, comparativement à son économie, va être plutôt inférieur. Et donc c'est-à-dire que vous allez artificiellement favoriser les exportations allemandes qui, s'ils avaient gardé le Deutsche Mark, seraient beaucoup moins compétitives. Si les Allemands avaient gardé le Deutsche Mark, les produits allemands seraient beaucoup plus chers, de 15 à 20% plus chers, et forcément, quand vos prix augmentent de 20%, vous en vendez beaucoup moins. À l'inverse, les prix français, s'ils étaient en France, seraient 15 à 20% moins chers, et vous en vendriez plus. Donc vous voyez bien que le delta, l'écart entre les prix à l'exportation, par exemple, je prends la France et l'Allemagne, l'écart serait beaucoup plus élevé si chacun avait gardé sa monnaie. La France aurait vendu beaucoup plus de voitures, les Allemands beaucoup moins, les déficits allemands, français seraient moins élevés, voire inexistants, et les excédents allemands seraient beaucoup moins élevés. Mais ça, même en Allemagne, ils le reconnaissent, ils n'ont pas du tout de problème à reconnaître que leurs excédents seraient bien moindres s'ils avaient gardé le Deutsche Mark. Et donc, effectivement, le taux de change, ce n'est pas le seul déterminant d'un prix à l'international, mais c'est un déterminant puissant. Juste pour être clair, là nous parlons de déficits commerciaux et non pas de déficits budgétaires. Ça n'a rien à voir. Les excédents commerciaux, ça veut dire tout simplement vous exportez plus que ce que vous importez, et un déficit public budgétaire, c'est simplement que vous dépensez plus que vous ne gagnez de recettes. Voilà. Sur le plan budgétaire, justement, c'est une excellente transition. Quels sont encore les effets des critères de convergence sur l'adoption des trajectoires budgétaires des États membres, et notamment de la France, si on pense à l'élaboration du budget pour l'année 2026, à savoir que nous enregistrons en novembre 2025. La question étant, l'élaboration du budget de la France est-elle fortement influencée par nos engagements européens ? Oui, alors les critères de convergence, juste pour clarifier, ils ne sont plus appliqués, parce que maintenant on est rentré dans l'euro. Les critères de convergence, ils étaient à peu près les mêmes, mais maintenant qu'on est dans l'euro, on ne parle plus de critères de convergence. Là, ils sont très, très similaires. On a les critères de Maastricht, donc c'est ce que tout le monde connaît. C'est la règle qui interdit des déficits publics supérieurs à 3% du PIB et qui interdit une dette publique supérieure à 60% du PIB. Bon, ça, c'est ce que prévoit le traité de Maastricht. Les Allemands ont voulu, dans les années 90, étaient très stressés en disant c'est pas assez ce qu'est dans le traité de Maastricht, il faut considérablement renforcer ça. Ils ont imposé ce qu'on appelle aujourd'hui un pacte de stabilité, donc c'est-à-dire c'est des lois européennes qui ont ajouté un volet sanctions au traité de Maastricht. Donc c'est-à-dire que les Allemands voulaient que les sanctions soient automatiques, c'est-à-dire que dès qu'un État
dépasse les 3%, boum, sanctions, amendes, etc. La France a obtenu que les sanctions ne soient pas automatiques, mais soient soumises à un vote des États. Je passe, il y a toute une histoire du pacte de stabilité, mais ce qui se passe, c'est que, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en 2010, on a la crise des dettes souveraines, où l'euro menace d'imploser en partie à cause de la Grèce, mais en fait surtout en partie à cause de l'euro. L'Allemagne, qui inverse les causes et les conséquences, dit ah mais s'il y a eu cette crise, c'est parce que il y a eu un manque de discipline budgétaire. Regardez, il y a des déficits et de la dette partout. Oui, mais il y avait du déficit et de la dette partout parce que l'euro n'était pas adapté aux économies d'Europe du Sud. Donc ils ont inversé les causes et les conséquences en disant bah, c'est à cause du manque de discipline budgétaire. Moralité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est renforcer considérablement le pacte de stabilité. Et là, on arrive en 2011-2013 où on adopte, alors il y a le traité budgétaire qu'on appelait le traité Merkozy, mais qui est rien comparé au ce qu'on appelle le Six-Pack, qui est un ensemble de 6 règlements européens de 2011 et le Two-Pack, qui est deux autres règlements européens de 2013, qui eux ont encore renforcé le pacte de stabilité et qui ont été appliqués immédiatement et qui expliquent en gros les 10 ans d'austérité qu'il y a eu en Europe dans les années 2010, qui ont été extrêmement brutales dans les pays d'Europe du Sud, dont la France fait partie. Et sous le quinquennat Hollande, effectivement, le pacte de stabilité renforcé a été largement appliqué et l'austérité sous Hollande a été une réalité. On pensait que cela faisait partie du passé parce que la France était sortie de ses déficits vers 2018, sous la barre de 3%, et qu'en fait, immédiatement après, en 2020, il y a le Covid. Avec le Covid, on suspend le pacte. Et du coup, dans les esprits d'un certain nombre de personnes, on s'est dit, bon, bah, tout ça, ça n'existe plus, ça ne va pas revenir, etc. Alors qu'en fait, il suffisait de regarder ce qui se passait à la Commission et au Conseil, où ils négociaient un nouveau pacte de stabilité, parce qu'ils savaient bien qu'on sortirait du Covid un jour, et que les finances, les dettes publiques ayant explosé sous le Covid, il fallait remettre de l'ordre. Parce qu'on ne faudrait surtout pas changer de politique. Et donc, l'idée, c'était, un nouveau pacte de stabilité a été adopté en avril 2024, en France, il a été négocié par Bruno Le Maire. Et ce que prévoit le pacte de stabilité, qui est en vigueur aujourd'hui, c'est que les États, au lieu d'avoir un an pour repasser sur la barre des 3%, ont une austérité qui est lissée dans le temps et qui est étalée dans le temps. Donc c'est une austérité programmée. Au lieu d'avoir un an pour le faire, on a 4 à 7 ans pour le faire, mais on doit le faire. Et aujourd'hui, la France, donc le pacte, il a été adopté en avril 2024, et en juillet 2024, la France est mise sous tutelle, donc ce qu'on appelle sous procédure de déficit excessif. Donc pour que les gens le sachent, le comprennent bien, nous sommes sous tutelle de Bruxelles depuis juillet 2024, donc il n'y a pas un risque de tutelle, nous sommes sous tutelle, il n'y a pas besoin d'avoir le FMI, il y a déjà la Commission. Et ce que ça prévoit, ce que cette tutelle prévoit, et c'est où on peut le retrouver dans tous les documents budgétaires et de la Commission et de Bercy, c'est que en application de ce pacte de stabilité nouveau, l'austérité française durera au moins, en vrai c'est beaucoup plus, au moins jusqu'en 2031. Donc là, il y a déjà 3 ou 4 gouvernements qui sont tombés pour faire passer les 2 derniers budgets. Il faut imaginer ça jusqu'en 2031, voire à mon avis plutôt de manière glissante jusqu'en 2033 minimum. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, ça ne va pas être plus doux, c'est parce que c'est les budgets 2026 sur lesquels on se casse les dents, ça va être le même en 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. Et en vrai, ça va continuer. Donc aujourd'hui, oui, en application du pacte de stabilité, décidé à Bruxelles conjointement par le Conseil et par la Commission, les finances publiques de la France sont sous tutelle. Tout a été écrit. Il est même dit dans le pacte de stabilité, noir sur blanc, que les élections politiques, l'alternance ne change strictement rien à la nécessité de respecter les engagements budgétaires de la France sur cette base pluriannuelle. Et la grande nouveauté de ce nouveau pacte de stabilité, c'est que pour la première fois de son histoire, les dépenses publiques françaises sont plafonnées. Et ça, c'est nouveau. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a comme un enfant, on a une enveloppe de dépenses autorisées et on ne peut pas aller au-delà. Donc, il y a tout un arsenal qui rend cela contraignant. Et il ne faut pas croire que c'est un tigre de papier. Il y a des tas de façons de nous faire plier. Mais effectivement, pour que les gens comprennent, c'est pas les amendes qui font peur. Les amendes, elles ont été réduites. C'est pas les amendes qui sont faites pour nous inciter à nous conformer à cette tutelle.
c'est la première des mesures qui a déjà été agitée dans la presse européenne, c'est le gel de nos fonds européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le budget, la France a voté 29 milliards d'euros de contribution au budget européen. La Commission a juridiquement le pouvoir, et encore une fois, elle a laissé flotter dans l'air, le fait qu'on ne nous rende pas notre argent. Donc c'est quand même un petit peu incitatif, quand même, puisqu'après il faudra aller expliquer aux régions pourquoi elles n'ont pas touché leur argent, etc. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, il est diplomatique, mais au sein de l'Eurogroupe et du Conseil des ministres européens, qui est de dire, c'est un empoisonnement des relations diplomatiques, c'est-à-dire, vous ne faites pas vos réformes sur tous les autres secteurs, on va pourrir vos dossiers. Là, vous faites l'Europe de la défense, sur tous les sujets, on va vous pourrir vos dossiers. Donc ça, c'est quand même aussi légèrement incitatif, c'est-à-dire que la France négocie des directives avec ses 26 autres partenaires, on lui dit, mais en fait, on ne va plus vous écouter sur rien du tout, on fera sans vous. Et ça, c'est un peu incitatif quand même. Et puis la troisième chose, c'est, il y a bien sûr la sanction des marchés financiers qui, elle, arrivera tôt ou tard en première ou en dernière instance. Et puis il y a aussi la BCE qui, elle, dira, je n'interviendrai pour vous protéger des marchés financiers que si vous faites de l'austérité. Et ça, c'est écrit pareil noir sur blanc dans le règlement anti-fragmentation de la BCE. Donc il faut savoir qu'un pouvoir de gauche qui arrive demain au pouvoir, en tout cas un pouvoir de gauche ou de droite n'ayant pas l'intention de respecter l'austérité, se fera tordre des bras, soit par la Commission, soit par la BCE, soit par l'Eurogroupe, soit par le Conseil des ministres, soit par les marchés financiers. Ou alors, il devra sortir de l'euro. L'Union européenne dispose donc de pouvoirs de coercition sur la France pour que la France respecte sa trajectoire budgétaire. On comprend donc bien l'impact des critères de Maastricht sur les budgets qui sont adoptés par les États membres, dont la France. Sur le plan budgétaire, l'impact de l'Union européenne est assez clair. Concernant la politique monétaire, dans quelle mesure l'euro a-t-il favorisé la désindustrialisation et a un rôle négatif sur les exportations françaises? Quel bilan de l'euro plus globalement? L'euro lui-même a un bilan catastrophique sur l'économie française, c'est-à-dire que on a encore une fois une monnaie, les rapports du FMI qui s'appellent les External Sector Reports, qui sont publiés chaque année, je crois en juillet, le confirment, l'euro est trop fort pour l'économie française et trop faible pour l'économie allemande, et ce depuis 20 ans. Donc si pendant 20 ans, un peu plus maintenant, 23 ans, vous avez une monnaie qui n'est pas adaptée à votre économie et que vous subissez, puisqu'il y a le taux de change, et puis il y a aussi les taux d'intérêt, qui ne sont pas forcément adaptés pour nos entreprises, puisque c'est ça qui va en partie déterminer le crédit fait à nos entreprises, en partie seulement. On a une monnaie qui n'est pas adaptée et qui renchérit nos exportations. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2002 ? C'est que le tissu exportateur français se détruit. Est-ce qu'on peut l'imputer intégralement à l'euro ? Non. C'est la conjonction abominable de deux choses, c'est le libre-échange combiné à l'euro. Et là, alors déjà, l'euro en soi, c'est une monnaie trop forte, c'est un problème. Mais si en plus vous ajoutez, comme la France dans l'Union européenne l'a fait, la mondialisation, le libre-échange et l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est, tout ça, c'est le même mot pour dire concurrence avec des pays à bas salaire. Vous ne laissez aucune chance à votre industrie, à vos travailleurs, qui doivent être en compétition avec des gens qui gagnent 3, 4, 5, 6 fois moins que vous. Et en plus de ça, on va vous dire, ouais, mais en plus, votre monnaie, on va lui mettre une taxe, elle va être c'est une taxe. Non, pas une taxe, en pratique, c'est ça, c'est comme si on taxait nos exportations. En pratique, c'est ça. L'euro fort permet d'importer facilement, puisque ça permet de rendre les importations étrangères moins chères. Donc, en fait, l'euro subventionne nos importations et taxe nos exportations. Donc, il y a quand même une spécificité monétaire et qui est gravement handicapante, mais effectivement, l'euro existe en parallèle du marché unique, en parallèle de la mondialisation. On ne peut pas dissocier les deux, et ce qui est une certitude absolue, c'est que le cocktail des deux a produit majoritairement la destruction du tissu industriel français. Et à ceux qui disent que oui, mais l'euro n'est pas si important, etc. Ce qui compte, c'est le libre-échange européen. Oui, mais on ne peut pas sortir de l'Europe et garder l'euro, parce que c'est ça que ça sous-entend, c'est il y aurait une solution pour faire du protectionnisme européen ou intra-européen, etc., mais qu'on ne sortirait pas de l'euro.
Non, c'est absolument impossible. C'est irréaliste politiquement et c'est impossible juridiquement. Donc, malheureusement, cette construction européenne est indissociable. Je ne crois pas qu'on puisse se débrancher de l'un ou de l'autre. Je pense que tout est indissociable, qu'on le veuille ou non, et que je l'ai pas développé dans ma réponse d'avant. Je pense que quoi qu'il arrive, l'euro implosera. Donc, c'est même pas un débat de est-ce qu'il faut sortir ou pas. De toute façon, l'euro implosera et probablement emportera le reste de la construction européenne avec elle. Pourquoi, selon vous, c'est juridiquement impossible de faire un protectionnisme européen avec l'euro? Je pense que cela m'a échappé. Déjà, ça dépend de est-ce qu'on parle de protectionnisme aux frontières européennes ou parce que là, il y a deux sujets en fait. C'est que on pourrait éventuellement envisager, juridiquement, il y a les bases juridiques, hein, ça c'est pas compliqué, de faire du protectionnisme au niveau de nos frontières des 27. Là, l'Europe le fait ponctuellement, là ils l'ont fait un peu pour les voitures chinoises, ils le font un peu pour l'acier chinois, là pour les colis Chine, bon voilà, sur des trucs ultra sectoriels, on le fait, et encore à petite dose, c'est trop tard. Et de manière largement insuffisante pour qu'on ait un truc qui s'appelle l'Europe qui protège. Par contre, le problème de l'Europe, c'est que ça, on aurait pu avoir cette conversation sérieuse dans les années 90, mais à partir du moment où vous élargissez l'Europe aux pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, vous avez recréé une mini-mondialisation, puisque vous mettez dans votre marché unique des pays à bas salaire où il n'y a quasiment pas d'impôts, il n'y a pas de cotisation sociale, le salaire, à l'époque, on parle de ces pays-là, à l'époque, il est de 200 ou 300 euros par mois, même s'il y a eu un petit peu de rattrapage quand même depuis. Et juridiquement, il est absolument interdit pour la France de taxer des produits de ses voisins européens qui appartiennent au marché unique. Donc, il est interdit pour la France de taxer des produits romains, bulgares, polonais, hongrois, etc., ou des pays baltes, puisque à partir du moment où ils font partie de l'Union européenne, euh, il fallait refuser avant, mais là maintenant c'est trop tard, c'est interdit. Et alors après on peut se lancer dans un scénario de guérilla juridique, de désobéissance. À court terme, oui, ça peut être malin, mais c'est pas une solution viable. Et donc aujourd'hui, on considère maintenant l'élargissement aux pays des Balkans. Donc il y a Bosnie-Herzégovine, Albanie, Monténégro, Macédoine du Nord, etc. Moi, j'ai regardé les chiffres de l'Eurostat. Leur salaire, c'est en moyenne 3-4 fois moins que les nôtres, que les Français. C'est les questions, on va faire quoi c'est quoi le protectionnisme? On pourrait mettre le plus gros. C'est comme si on mettait désolé l'expression, mais des Chinois ou des Vietnamiens dans l'Europe. C'est-à-dire que ça servira à rien de se protéger des Chinois dès lors qu'on aura intégré ces pays-là et qu'on a déjà intégré les pays d'Europe de l'Est. Donc on ne laisse absolument aucune chance à nos industriels. Et puis de toute façon, il reste très peu de secteurs qui encore debout en France. Bon, bah, ça sera le dernier coup sur le cercueil de l'industrie française. Et donc, ma conclusion sur cette question, c'est un protectionnisme extérieur irréaliste politiquement, juridiquement possible, mais irréaliste politiquement, ça n'aura jamais lieu, sauf de manière ponctuelle et insuffisante. Et un protectionnisme intérieur, ça, c'est juridiquement impossible et politiquement aussi infaisable. Juste pour redonner des précisions aux auditeurs, chaque année, la Commission européenne publie plusieurs rapports relatifs aux pays qui sont candidats pour entrer dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le paquet élargissement. Il y en a 10 des pays candidats. On peut mentionner le Monténégro, l'Albanie, l'Ukraine et la Bosnie-Herzégovine, par exemple. Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré que le Monténégro et l'Albanie pourraient intégrer l'Union européenne d'ici 2030. Les institutions européennes, et notamment la Commission européenne, sont donc bien pour l'élargissement. Pour rester sur de l'actualité, mais de l'actualité intéressante puisque ce sont des sujets de fond, que pensez-vous des négociations actuelles pour un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et quels vont être les impacts de cet accord? Il n'y a plus de négociations. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'il y a une négociation, mais c'est arrêté depuis un moment. En fait, c'est un théâtre de marionnettes. C'est-à-dire que là, le seul enjeu, c'est depuis un an et quelques, c'est pour Macron de trouver une façon de sauver les apparences et de dire que des garanties ont été prises pour protéger les agriculteurs français. C'est pas vrai. Ils ont
la seule chose qui va se passer, c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on va mettre un protocole additionnel pour faire plaisir aux Français, qui n'aura aucune valeur juridiquement contraignante, et qui servira juste à Macron pour dire à la presse, regardez, j'ai obtenu les garanties suffisantes. Là, tout le camp République En Marche, etc., pourra expliquer et s'en satisfaire et s'en répandre dans les médias que finalement Macron a réussi à négocier brillamment des garanties pour les agriculteurs. Garantie que les agriculteurs ne vivront pas dans la vraie vie et qu'ils subiront de plein fouet la concurrence qui est prévue par ce traité. Donc non, le mot, il n'y a pas de négociation, c'est juste on achète du temps politique à Macron pour qu'il puisse sauver les apparences dans son pays. Parce que là, ce qui s'est passé, c'était quand même assez grave. La France, je crois que le Parlement français s'est opposé à ce traité, de manière assez claire et majoritaire. Et là, on a un exemple de ce que c'est que la souveraineté européenne en action, c'est-à-dire, ou du supranationalisme dont on parlait au début de cette conversation, c'est la majorité qualifiée des États ont décidé que cet accord était bon pour eux, et bah tant pis si un État c'est contraire à ses intérêts, c'est la majorité qui prime, c'est ça la souveraineté européenne, et il n'a pas son mot à dire, et c'est ça l'intérêt général européen, appelé de ses voeux par Emmanuel Macron, dont il fait les frais immédiatement. Et donc c'est ça aujourd'hui l'Union européenne, c'est pouvoir imposer des traités de libre-échange qui ne satisfont pas tous les États, en l'occurrence qui sont contraires aux intérêts français, les intérêts agricoles français. Et là, l'enjeu, la mascarade politique vise simplement pour Macron de sauver un peu plus sa face à lui, mais aussi la face de la construction européenne, puisque si les Français comprenaient parfaitement l'intégralité des implications des traités qui ont été signés par nos dirigeants au fil des décennies, il est probable qu'ils réclament ce qu'on appelle aujourd'hui un Frexit et veuillent renverser la table. À la lumière de vos travaux de fond, quelles sont d'ores et déjà les premières analyses que vous pouvez nous donner sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et outre cela, quand est-ce que ce documentaire sortira et où pouvons-nous vous soutenir? Merci pour cette question. Le documentaire sera terminé le plus tôt possible. J'y travaille énormément. J'espère qu'il sortira au premier semestre 2026. Je travaille tous les jours dessus. Avant de livrer mes analyses, oui, effectivement, il y a une cagnotte Ulule et Tipeee pour me soutenir parce que c'est un financement par crowdfunding. Je ne dépends d'aucun média ou qui que ce soit, et donc je compte sur la générosité des gens qui ont pu d'ailleurs apprécier mon travail sur Monde d'Europe pour financer ce deuxième documentaire. Mes analyses à ce stade, c'est un peu tentaculaire, donc par quel vous prendre. Ce que mes travaux m'ont amené à conclure de manière absolument irréfutable et qui seront démontrées dans le documentaire, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel, donc qui est l'organe, qui est le tribunal des lois, c'est-à-dire qu'il y a pouvoir d'annuler des lois, d'annuler des élections, et d'annuler des référendums, qui est composé de 9 personnes désignées par le pouvoir politique. Cet organe, le Conseil constitutionnel, adopte ces décisions non pas sur des raisonnements juridiques, mais majoritairement sur des considérations politiques ou à tout le moins extra-juridiques. Et donc le documentaire démontrera, à mon avis de manière assez implacable, que le droit, en tout cas pour les décisions les plus cruciales, passe systématiquement au second plan et est plutôt un habillage, on habille juridiquement des décisions qui sont politiques. Et donc ça c'est la première et principale conclusion de mes recherches. Et la deuxième, c'est que si on prend le Conseil constitutionnel pour la mission qui lui est assignée, c'est-à-dire, en tout cas, qu'il s'est assigné et qu'on lui assigne dans les médias, c'est-à-dire garder nos libertés, c'est un bien mauvais gardien de nos libertés. Et quant au fait de garder nos droits sociaux tels qu'issus du Conseil national de la résistance et intégrés dans notre Constitution, eh bien, c'est un bien mauvais gardien de nos droits sociaux, de nos acquis sociaux issus de la résistance. C'est un meilleur gardien des libertés économiques et de la construction européenne. Disons qu'il a plutôt choisi son camp. Comme à chaque fin de podcast, je vais vous demander quel document, que ce soit un ouvrage, un film, un documentaire, conseillez-vous de consulter en lien avec les thèmes que nous avons évoqués.
Alors, en lien, je ne sais pas si c'est en lien direct. En termes de documentaire, je recommanderais qui est disponible sur YouTube. Je ne sais plus qui l'a produit, et c'est un documentaire indispensable qui s'appelle The Spider Web, The Second British Empire, et qui est un documentaire qui retrace la construction par le Royaume-Uni des paradis fiscaux, et ensuite qui ont été ensuite complétés par les États-Unis. Mais c'est une histoire euh, pareil, assez implacable de la mise en place des paradis fiscaux qui, pareil, ne sont pas tombés de nulle part, issus des lois de la nature. Et à mon avis, c'est un complément intéressant. Je le vois comme un complément à mon travail, puisqu'on oublie toujours un peu la question des paradis fiscaux, mais c'est quand même assez central pour comprendre le système financier actuel. Euh, donc voilà, c'est un documentaire qui est librement accessible sur YouTube, je crois, avec des sous-titres français. Et qui n'est pas amateur, hein. Je crois que ça vient de la télévision britannique et qui ensuite a été mis gratuitement sur Internet. Je vous remercie de votre venue et d'avoir bien voulu nous expliquer davantage les ressorts de l'Union européenne, sa construction, son droit, l'importance des politiques économiques qui sont inscrites au sein des traités européens, ainsi que les effets de la création d'une zone monétaire sur les marges de manœuvre juridiques des États.